c'est relativement intéressant pour ceux qui ont choisi de progresser vers le rond-point Espoir. Il y a donc garé qui passe à ce niveau du Nec-Fofle, juste à hauteur de cette voie de complément Moll 8. Fofle aussi, il faudra patienter. Le groupe porteur du Fofle est garé, pas de soucis, ça se fait tranquille. Pour nous garé non, d'autres aussi, c'est au ralenti que vous allez progresser vers le rond-point Espoir, Yacine. C'était Traffic News. Merci beaucoup, Abadiata. Tout d'abord, parlons de ces perturbations dans le secteur de la santé. L'Alliance syndicale And-Guessem a entamé ce mercredi 72 heures de grève. Il s'agit de son 3e plan d'action. Son coordonnateur, joint au téléphone, est satisfait du premier jour. Mbalo Djatcham parle d'un record atteint et soutient que seules les urgences et les dialyses ont été prises en compte. Suivons sa réaction. Nous avons un bilan positif parce que sur l'ensemble du territoire national, le mot d'ordre a été suivi. Il a été suivi aussi avec des records, donc autant pour les hôpitaux que pour les centres de santé et les postes de santé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sur près de 1500 postes de santé, si on arrive à fermer presque la quasi-totalité, sur un nombre aussi important d'hôpitaux, donc une quarantaine d'hôpitaux et de services non hospitaliers, s'il n'y a que les urgences par endroit qui fonctionnent et le service minimum, nous pensons que nous avons réussi. On est en train de faire la grève aussi avec les urgences et le service minimum. Et les séances de dialyse aussi seront dispensées aux malades qui en auront besoin. Retenez également que la Fédération des syndicats de la santé a décrété 72 heures de grève, un mode d'ordre suivi sur l'étendue du territoire, selon Souleymane Jemané. Le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la santé estime d'ailleurs qu'il y a urgence à ouvrir des négociations sérieuses sur la plateforme revendicative et le protocole d'accord sur le régime indemnitaire. Souleymane Jemané est également le président de la Fédération des syndicats de la santé, F2S. Il est ici au micro de Neidi Menor. Les populations souffrent malheureusement et c'est la situation que nous avions constatée depuis ce matin, que les structures ont arrêté de travailler de manière globale. Aujourd'hui, quand vous allez dans les universités, les services techniques en santé sont en grève. Quand vous allez au niveau des collectivités locales, pareillement. Vous allez dans le service public de santé, tout le monde est en grève. Ça, c'est un problème quand ça se passe dans un pays. C'est une question d'urgence. Parce que quand vous avez des populations qui ne peuvent pas se soigner, il n'y a pas plus urgent que ça. Malheureusement, c'est que nous sommes en train de constater aujourd'hui. J'invite ici, solennellement, le ministre de la Santé et les autres ministres, y compris le ministre de la fonction publique, à ouvrir des négociations dans un bref délai pour permettre aux différents partenaires de s'asseoir autour d'une table et d'arriver à des solutions qui pourraient nous épargner de ces morts, de ces difficultés également que les populations sont en train de vivre. Ces perturbations dans le secteur de la santé ont été prises en compte en Conseil des ministres. Le président de la République, Macky Sall, demande à Abdoulaye Diouf Sarr et à son collègue Sambassi d'assurer le suivi rapproché de la prise en charge des revendications des syndicats et personnels de santé. Les chantiers et les projets pédagogiques ont été aussi pris en compte. Le président de la République annonce même une rencontre avec les secteurs des universités et les chefs d'établissement du supérieur. Les détails avec Fatou Abdou Ndiaye. L'enseignement supérieur et la santé ont été au cœur de ce Conseil des ministres. Le président de la République annonce une rencontre le 7 avril 2022 avec les recteurs d'université et les chefs d'établissement supérieur. Une décision prise après avoir présidé le jeudi 24 mars 2022 une réunion d'évaluation des projets et budgets de l'enseignement supérieur. Ainsi, il demande au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et du ministre des Finances et du budget en liaison avec les recteurs et chefs d'établissement de renforcer le dialogue permanent de gestion afin d'assurer l'exécution dans le délai des chantiers, projets pédagogiques et sociaux de l'enseignement supérieur. En ce qui concerne l'éducation, le président demande le suivi des négociations et l'application des accords avec les syndicats. Il annonce la matérialisation de ces accords à partir de mai 2022. La santé, un autre secteur qui connaît des perturbations ces derniers jours, a été également prise en compte dans ce Conseil des ministres. Le chef de l'État demande au ministre de la Santé et de l'Action sociale, en liaison avec le ministre de la Fonction publique et le ministre du Travail, d'assurer le suivi rapproché de la prise en charge des revendications des syndicats et personnels de santé.
L'actualité, c'est également l'Agence nationale de la statistique et de la démographie qui a procédé hier au lancement de ses activités de terrain avec la mobilisation de plus de 260 jeunes. Il s'agit dans un premier temps pour ces agents de faire la cartographie du pays en zone de recensement sur une période de 10 mois avant de procéder au recensement général de la population. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Alénar Diop, le directeur général de l'ANSD. Et puis, Mambay, l'enquête nationale sur l'emploi au Sénégal réalisée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Le taux de chômage au Sénégal a connu une hausse entre 2010 et quatrième trimestre de 2021. Selon cette étude de l'ANSD, il est passé de 16,7% à 24,5%, soit une hausse de 7,8%. Autre information, les zones rurales et les femmes sont les plus touchées par ce chômage. Suivons donc la synthèse de cette étude avec Alassane Baldé. Entre 2020 et le quatrième trimestre de 2021, au Sénégal, le taux de chômage a connu une hausse considérable. Ainsi, il passe de 16,7% à 24,5%, soit une augmentation de plus de 7,8%. Selon cette étude publiée par l'ANSD, le chômage est plus élevé en milieu rural où le taux est estimé à 29,8% contre 19,1% en zone urbaine. Le rapport indique également que le chômage touche plus de femmes, 35,8%, que les hommes qui tournent autour de 13%. 55,8% de la population en âge de travailler, soit 15 ans ou plus, sont sur le marché du travail. Une augmentation liée à la pandémie de Covid-19 durant ces 2 dernières années qui a impacté négativement sur la croissance économique, mais aussi les événements de mars dernier qui a vu le saccage de plusieurs grandes surfaces qui génèrent beaucoup d'emplois. Et puis le professeur Souleymane Dastoudiagne n'est pas du tout surpris par ces chiffres. Maître de conférence à l'université Alioune Diop de Bambey, l'économiste met ceci sur le coup de la dégradation de performances économiques locales liées au coronavirus. Il estime que les perspectives ne sont pas non plus rassurantes à cause de la guerre en Ukraine. Suivons son analyse. Il n'y a pas à chercher de midi à 14 heures parce que l'année déjà 2020, c'est une année perdue au regard des performances économiques que nos économies ont enregistrées, que ce soit au plan mondial comme au plan local. L'année 2021 également était une année de timide relance. Mais très vite, les perspectives ont été bernées par l'apparition de variants qui ont un peu douché les espoirs de reprise de l'activité économique au niveau mondial. Et donc, au niveau des pays de l'UEMOA, par le phénomène en fait des grandes tendances, on reçoit en fait les ondes négatives de cette baisse de la tendance mondiale au niveau de nos économies. Et donc, ça se traduit effectivement par une dégradation certes des comptes sociaux, mais aussi indicateurs macroéconomiques tels que le chômage cumulé avec également une forme d'inflation qui aujourd'hui est persistante. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Environnement reste déterminé à faire appliquer la loi sur le plastique. Abdou Karim Sall révèle que des mises en demeure ont été récemment envoyées à l'ensemble des unités de production de sachets d'eau en plastique. C'est pour qu'elles arrêtent la production, la commercialisation et l'utilisation des sachets d'eau et sur toute l'étendue du territoire. C'était ce mercredi en marge de la cérémonie d'ouverture du 10e forum côtier marin. Le compte rendu d'Alun Badara Sonko. Le ministre Abdou Karim Sall reste ferme quant à l'utilisation des sachets plastiques. Le Sénégal a légiféré en 2020 la loi sur le plastique. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire des progrès. Bien entendu qu'il y a encore des choses à faire, mais nous avons reçu des instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République qui nous demande de durcir le ton pour faire disparaître de manière irréversible le plastique au Sénégal. D'ailleurs, le ministre a mis en demeure les unités de fabrication de sachets plastiques. L'ensemble des unités de production de sachets d'eau ont reçu récemment des mises en demeure pour qu'ils arrêtent la production, la commercialisation, l'utilisation des sachets d'eau sur l'étendue du territoire national. Vous avez vu, faites un tour dans les grandes surfaces, vous ne verrez plus de sachets plastiques sortis de caisse, vous verrez à
la place des papiers craft qui sont utilisés. Faites le tour de Dakar pour les vendeurs de café. Vous ne verrez plus de gobelets en plastique, vous verrez des gobelets en carton. Des propos qu'il a tenus lors du 10e forum côtier et marin qui se tient à Saly, Portugal. Des nouvelles du procès du massacre de Boffa-Bayotte. Le présumé cerveau était hier matin à la barre des chambres criminelles de Ziguinchor. Il s'agit du journaliste René Capain-Bassène. Ce dernier a nié les accusations portées contre lui et a demandé l'expertise de tous les mails de sa boîte électronique. Le compte-rendu d'Abdourahmane Diallo. 5 à 6 tours d'horloge, c'est le temps que le journaliste René Capain-Bassène, cité dans le procès verbal d'audition comme le cerveau de la tuerie de Boffa-Bayotte, a fait devant la barre des chambres criminelles ce mercredi. Conseil spécial chargé des affaires politiques à l'Agence nationale pour la relance des activités socio-économiques de Casamance, René Capain-Bassène a nié en bloc toutes les accusations portées contre lui. Revenant sur son interpellation, le sieur Bassène dira, je cite, « C'est aux environs de 3 heures du matin que des gens armés ont frappé violemment à ma porte. Quand je suis sorti pour voir qui c'était, j'ai aperçu des gens escalader le mur de ma maison. J'ai ouvert la porte immédiatement. Ils m'ont donc arrêté et menotté sans que je ne sache ce qui se passe. Ils m'ont bandé les yeux avant de me transporter à la gendarmerie où je suis resté des jours sans manger ni boire et dans des conditions très inhumaines, a-t-il fait savoir devant la barre concernant les mails compromettants que les enquêteurs ont trouvés dans sa boîte électronique. Le journaliste René Capain-Bassène conteste leur authenticité et demande une expertise de tous les mails se trouvant dans sa boîte électronique. Il reconnaît tout de même ses relations avec César Atoute Badiat, le chef du front sud du MFDC, et Ousmane Tamba, avec qui il a communiqué le jour même du massacre de Boffa-Bayotte. Merci à vous, Abdourahmane Diallo. Promotion d'une éducation de qualité et sans violence. Le réseau des femmes enseignantes de Kolda et l'association Gouné se liguent contre le phénomène des violences faites aux filles. À cet effet, une marche a conduit ces enseignants de la mairie à la gouvernance où un mémorandum a été remis au gouverneur. Ce dernier, d'ailleurs, se réjouit d'un tel démarche des enseignants. Et c'est un reportage de Pape Kadjeli Badji, Alioune Badara Sané. Réaffirmons l'impérieuse nécessité de mettre fin aux violences faites aux filles. À l'école, tout comme à la maison, nous sommes exposés aux violences faites aux filles, aux grossesses précoces, au mariage d'enfants, au harcèlement, au viol, à la surcharge de travaux, à l'absence d'extrait de naissance, à la maltraitance. J'en passe. Voilà autant de mots qui gangrènent les filles au Fouletou. D'ailleurs, c'est ce qui explique la marche organisée par le réseau des femmes enseignantes de Kolda pour combattre ce phénomène. Donc nous, en tant que, je ne dirais pas d'abord enseignante, mais mère de famille, nous avons des enfants, donc on a notre rôle à jouer. C'est pourquoi le réseau des femmes enseignantes, en collaboration avec l'association Gouné et nos autorités aussi, ont jugé nécessaire de combattre ce fléau. À en croire au gouverneur Ousmane Kane qui a reçu les enseignantes et filles, leur démarche entre en droite ligne avec la politique étatique. Je pense que c'est une lutte qui est devenue vitale pour l'avenir de la femme. Les violences faites aux femmes, les violences basées sur le genre et en particulier les violences sexuelles constituent une préoccupation majeure. En tout état de cause, il faut dire que les enseignantes semblent décidées à combattre les violences notées à l'école comme dans la société. Et d'ailleurs, une session de restitution s'est tenue hier. L'objectif est justement de partager les résultats de l'étude sur le phénomène de la violence en milieu scolaire. Une initiative de la coalition en synergie pour la défense de l'éducation publique dans son projet du lycée modèle de la citoyenneté et du civisme. L'étude qui a permis de sensibiliser donc tous les acteurs concernés par cette question et de faire donc des propositions. Le compte rendu de Safiatou Bandiaï. Consciente du fait que la violence est en train de prendre des proportions inquiétantes dans le milieu scolaire, la COSIDEP a réalisé une étude qui a permis de sensibiliser tous les acteurs concernés par ce fléau. L'étude
réalisé dans le cadre du projet, comme je le disais, LM2C, lycée modèle de la citoyenneté et du civisme, a permis quand même de sensibiliser sur les notions de citoyenneté, de civisme, de démocratie, de tolérance et surtout de culture de la paix. Les élèves ont discuté des violences à l'école. Ils ont apporté des solutions. Ils ont diagnostiqué eux-mêmes. Plusieurs facteurs ont été dès lors détectés comme source de cette violence en milieu scolaire. Il y a des violences qui viennent carrément dans la constitution même du milieu scolaire. Dans la formation des salles de classe, les emplois du temps. Il y a aussi une certaine violence qu'on appelle pédagogique qui peut nous venir des emplois de temps. Mais il y a également une certaine violence qui nous vient de la famille, que l'élève peut exporter quand même dans le cadre scolaire, que peut manifester, qui s'est installé inconsciemment dans son esprit et qu'il manifeste comme ça. Proviseurs, enseignants, parents d'élèves, élèves, sociologues, bref, ils étaient nombreux ces acteurs concernés par cette question à prendre part à cette rencontre. Tous espèrent que les recommandations issues de cette étude vont permettre de mieux faire face à la violence en milieu scolaire. Et nous parlons à présent de ce comité local de développement en vue des activités religieuses et culturelles à Massalikul Jinan durant le mois de Ramadan qui a été organisé donc hier après-midi avec tous les services de l'État. Une rencontre qui a permis au comité d'organisation de faire des recommandations devant le sous-préfet de Grand Dakar pour une bonne marche des activités durant le mois de Ramadan au niveau de la grande mosquée de Massalikul Jinan. Mohamed Diop et El Hadji Diène étaient présents à cette conférence de presse suivant le compte rendu. Un comité local de développement a été organisé à la mosquée Massalikul Jinan en vue de ses activités religieuses et culturelles durant le mois de Ramadan. Les Ndog ont vécu, je crois, pendant plus de 2 ans dans ces beaux temples du savoir et de piété. Sous l'égide du coordonnateur, mais également sous l'égide du Diorin. Et depuis lors, l'administration locale a participé. Tous les chefs de service qui sont ici présents, à commencer par les commissaires de police, les membres du service d'hygiène, le médecin-chef district, les sapeurs-pompiers sont toujours donnés à fond pour une bonne réussite de ces Ndog. Une rencontre qui a permis au comité d'organisation, devant le sous-préfet et les services de l'État, de faire quelques recommandations. Parce que comme vous le savez, puisqu'il y a du monde qui vient ici, donc l'État doit nous accompagner. Et sur ce plan, vraiment, nous les remercions pour tout ce qu'ils font pour aider Massalikul Jinan dans l'organisation du mois de Ramadan 2019. Sécurité bi nan ko ki yoon daaw rek nga xam ne Masalik dafa nekk ci diggante Grand Dakar ak HLM ñoo ko ndar kepp noonu yi leen ko bëggee rek ngeen taxawul nu ci. Et l'innovation majeure de cette année sera le démarrage du Nafila à partir de 21h30 et plus de 5000 repas par jour prévus, contrairement à l'année dernière où ils étaient fixés à 3500 repas jour. Il est 7h passé de 19 minutes et tout de suite nous passons à l'actualité sportive. Et c'est l'affaire de Pape Mahatamou. Bonjour. Bonjour à vous, Yacine Seck. Ravi de vous retrouver ce matin. C'est un plaisir partagé comme tous les matins. Alors, nous démarrons avec le tirage au sort Coupe du Monde Qatar 2022. Ce vendredi, le Sénégal logé dans le pot 3. Oui, les Lions sont logés dans le chapeau 3 qu'ils partagent avec le Japon, l'Iran, la Serbie, le Maroc, la Corée du Sud, la Pologne, le Canada ou la Tunisie. Sachez que le Sénégal connaîtra donc ses adversaires demain vendredi à l'issue du tirage au sort qui sera effectué à 16h à Doha, la capitale qatari. À noter que les nations d'une même confédération ne pourront être placées dans un même groupe à l'exception de l'UEFA qui compte 13 représentants. 5 des 8 poules compteront 2 nations européennes et pour les têtes de série, on aura la France, Qatar, pays organisateur, Angleterre, Espagne, Belgique, Argentine, Brésil et Portugal, les nations qualifiées pour la phase finale de la Coupe du Monde 2022. Autant pour moi au Qatar pourrait être élargi de 23 à 26 joueurs. Les entraîneurs des équipes nationales et les officiels des fédérations concernés discuteront de ce changement lors d'une réunion avec la FIFA ce vendredi avant le tirage au sort de la phase de groupe. L'impact du Covid-19 sur les joueurs et l'utilisation de 5 remplaçants par match ont conduit certains dirigeants
a évoqué la possibilité d'autoriser les sélectionneurs de disposer de 3 joueurs supplémentaires pour la compétition qui déroulera cet hiver. Ce sera du 21 novembre au 18 décembre prochain. Alors, les observateurs attendent d'une belle prestation des Lions au Qatar, à l'image de Philippe Doucet et de Canal+, plutôt. Oui, le journal sportif de Canal+ espère que les Lions feront l'affaire au Qatar, vu le niveau de l'équipe nationale de football du Sénégal. Philippe Doucet est interrogé par Sokhna Fall et El Hadji Diène. C'est une année 2022 incroyable pour le Sénégal, d'arriver à gagner à la fois la CAN, se qualifier pour la Coupe du Monde dans l'enchaînement. Le calendrier ayant été un peu perturbé, tout ça se déroule en 2 mois. Donc c'est génial. Maintenant, pour faire une grande année 2022, il va falloir en plus être bon à la Coupe du Monde et va parvenir au moins au 2e tour pour montrer que tous les progrès qui ont été faits récemment se convertissent en résultats jusqu'au bout, jusqu'au plus haut niveau, c'est-à-dire la Coupe du Monde. 6e journée, un alléchant Jaraaf contre Casa Sport, donc ce samedi. Oui, sachez que la 16e journée donc, de Ligue 1 est programmée ce week-end. Déjà, le leader Génération Foot de 29 points accueille la Linguère de Saint-Louis. Ce sera à Denis Biram Ndao ce samedi à 16h30 au stade Djibril Diagne, co-leader du championnat. Le Casa Sport, 29 points, se déplace ce samedi à Iba Mar Diop pour affronter à 16h30 le Jaraaf de Dakar à 5e, 21 points. Toujours ce samedi, on aura Mbour Petite Côte AS Pikine, Dakar Sacré-Cœur qui va jouer contre AS Douanes, Guédiawaye FC Djambar, Mbour de Louga, Lanterne Rouge qui accueille le CNEPS Excellence de Thiès. La Ligue 2 joue aussi sa 16e journée ce week-end. Keur Madior qui accueille la Renaissance de Dakar. Sonacos reçoit Diamano de Fatick. NGB va jouer contre le Stade de Mbour. Oslo FA accueille Amitié FC. Port Autonome de Dakar qui accueille le leader Walidane. Demba Diop, Dakar Université Club, Thiès FC va jouer contre l'Union Sportive de Ouakam. Terminons avec la Fédération sénégalaise de triathlon qui a tenu la première journée du championnat national de triathlon au stade Léopold Sédar Senghor. Oui, toutes les catégories d'âge étaient au rendez-vous lors de cette première journée du championnat de triathlon, U13 à U20, garçons et filles, et les seniors hommes et dames. La course a été ouverte aux équipes de relais hommes, dames et mix sous format duathlon, course à pied vélo, course à pied. La vice-présidente de la Fédération sénégalaise de triathlon, Seynabou Gueye Ndiaye, a profité de cette journée pour évoquer les difficultés que rencontrent les acteurs. Suivons sa réaction. Une bonne participation. Donc, on est en train de se rendre compte que les athlètes ne sont pas restés inactifs. Donc, on a beaucoup qui sont quand même en très bonne forme. Donc, on est satisfait de cette première journée. Même si c'était un peu compliqué de démarrer. Et puis, côté logistique aussi, on a de gros soucis. C'est toujours les mêmes soucis. On a les vélos. Il a fallu louer des vélos. La fédération a loué des vélos pour les clubs. Donc, il y a quelques clubs qui sont arrivés avec tous les athlètes, mais sans vélo. Forcément, faire un duathlon sans vélo, c'est très compliqué. Donc ça aussi, c'est toujours le problème qu'on pose tout le temps et on espère avoir des solutions, mais voilà, c'est pas facile. La tutelle est au courant des problèmes qu'on a. Donc on espère un jour que la tutelle nous entendra et fera un geste pour aider le triathlon. On a beaucoup de jeunes qui sont là, qui sont prêts à se sacrifier. Assine, avant de boucler cette page des sports, donc une pensée à Pape Diouf. Il y a 2 ans, la mort tragique de Pape Diouf, atteint du Covid-19, c'était le 31 mars 2020. Pape Diouf